Quand un groupe terroriste de la bande de Gaza, en l'occurrence le djihad islamique, avec l'approbation du Hamas, se permet de tirer des roquettes sur une ville où un premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, est en pleine campagne électorale, le message est clair. D'abord terroriser, mais surtout provoquer une réaction du chef du gouvernement, sans pour autant la craindre. Car le Hamas et le djihad islamique le savent. Benyamin Netanyahou ne peut décemment pas se lancer dans une guerre à une semaine du scrutin. On sait qu'on commence une guerre, on ne sait pas comment on la termine. Un cadeau sur un plateau d'argent offert par le Hamas et le djihad islamique aux adversaires politiques de Benyamin Netanyahou. Dans quelques instants, vous verrez tout de suite dans l'émission de défense une interview que nous avons réalisée avec l'ancien chef du Shabak, Avi Dirter, il y a quelques jours. Regardez. Et notre premier invité de marque dans l'émission Défense, à moins d'une semaine du scrutin en Israël, Avi Dirter, bonjour, ancien chef du Shabak, aujourd'hui président de la commission et prestigieuse commission de la Défense et des Affaires étrangères. Bonjour, tension maximale au nord, roquettes et drones explosifs au sud, attentats également dans les territoires. Pourquoi maintenant? Bonjour. D'abord, bonjour. Les attentats, ça n'est pas quelque chose qui n'a commencé que maintenant. Nous connaissons cela depuis longtemps. Bien que le Hamas soit très intéressé à ce qu'il n'y ait pas d'attentats maintenant, ça ne lui convient pas. Mais ils ont d'autres arguments. C'est une organisation terroriste dont la raison d'être est le terrorisme. Donc, ils ne freinent pas complètement les attentats sur la frontière, sur la barrière. Ce sont des attentats en tout et pour tout. Vendredi, les grenades, les bombes, ce sont des attentats. Ce ne sont pas des manifestations populaires, ce ne sont pas des manifestations civiles, ce sont des attentats du Hamas et du djihad islamique, point barre. Avi Dirter, est-ce que vous avez l'impression que les organisations terroristes lisent parfaitement le calendrier électoral des Israéliens? J'aimerais vous faire réagir sur une phrase qu'a dite Benny Gantz. Il a déclaré que Benyamin Netanyahou passait son temps à chasser les écrans de télévision plutôt que de chasser les terroristes. Qu'avez-vous à lui répondre? Je pense que cette phrase de Benny Gantz, qui a été chef d'état-major il n'y a pas longtemps et qui connaît les règles du jeu, il sait parfaitement qu'on ne fait pas de guerre si on n'est pas prêt à la guerre, qu'on ne fait pas la guerre ou de grandes opérations militaires, alors que les résultats sont très clairs pour nous en ce qui concerne l'arrière israélien, si vous ne savez pas définir des objectifs clairs. Appeler ce que fait le Premier ministre des visites de débat à Londres avec le Premier ministre britannique, avec le chef de l'aviation israélienne, des forces, et quand il amène le chef d'état-major en Angleterre, c'est pas pour lui donner un prix, mais pour transmettre des informations très sensibles, très secrètes et très importantes au Premier ministre britannique. Moi, ça fait quand même assez d'années que je suis tant en politique que chef du Shabak à côté des politiques. Je ne me souviens pas de cas où on ait attaqué le Premier ministre alors qu'il est dans une mission politique à l'étranger, comme ça a été le cas cette fois-ci. Apparemment, les élections ont un petit peu troublé les autres partis, y compris Benny Gantz, y compris Yair Lapid, et n'ayant pas d'autre choix, ils enfreignent ces règles politiques. La politique, vous savez, c'est un cercle, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Ça finira par leur revenir comme un boomerang et ça sera certainement très désagréable pour eux. Avi Dirter, vous dites que c'est un voyage de renseignement pour Benyamin Netanyahou et pourtant on ne prend pas avec lui le chef de l'armée de l'air et surtout le chef des opérations stratégiques pour parler de renseignement. On parle d'opérations claires. Est-ce que vous avez une information sur le sujet ? Non, nous comprenons tous parfaitement que le Premier ministre emmène le ministre de la Défense. Bon, c'est simple, c'est lui-même. Mais il doit emmener quelqu'un du milieu militaire afin de mettre au courant le Premier ministre anglais d'affaires militaires pour faire que l'Angleterre se joigne à des activités parce que c'est un pays important en Europe et dans le monde, à ce qui se passe ici dans la région, au Liban, en Syrie et en Irak. Et je pense que le Premier ministre israélien fait preuve de responsabilité et bien que son public d'électeurs dont il a besoin dans une semaine soit ici en Israël, il décide d'aller en Angleterre et perdre entre guillemets 2 jours de son temps pour mettre à jour le Premier ministre britannique pour que l'Angleterre fasse des choses qui sont importantes pour la sécurité d'Israël, qui soient bonnes pour Israël. Il emmène avec lui évidemment le commandant de l'armée de l'air. Il pourrait prendre aussi le chef d'état-major. C'est lui qui détermine qui est le plus adapté à l'accompagner, le Premier
Premier ministre pour cette visite en Angleterre. Je pense que c'était quelque chose d'extrêmement important. Il n'a pas été jusqu'aux États-Unis, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et le ministre de la Défense américain, le secrétaire à la Défense américain est arrivé en Angleterre. Chacun d'entre nous peut bien comprendre que si le secrétaire à la Défense américain vient rencontrer le Premier ministre israélien à Londres, c'est probablement qu'il y a une raison sécuritaire de très grande importance. Je disais, vous étiez chef du Shabak, mais également actuellement le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement. Est-ce que vous avez des informations justement sur est-ce que vous avez été concerté récemment et surtout sur la possibilité d'un conflit immédiat dans le Sud? Visiblement, selon les experts israéliens, il va falloir prendre une bonne décision concernant ce qui se passe dans la bande de Gaza. D'abord et avant tout, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense ne donne pas son autorisation au gouvernement, mais est mise au courant, surtout quand il y a une dégradation de la situation. Chacun d'entre nous comprend bien. La situation à Gaza est une situation qu'il va falloir terminer par une guerre. Ce sera la première guerre de Gaza, mais ce sera aussi la dernière. Après que cette guerre aura eu lieu, Gaza n'aura plus de capacité militaire et l'infrastructure militaire du Hamas et du djihad islamique sera détruite. Ça veut dire tuer plus de 10 000 soldats de combattants du Hamas et du djihad islamique? Écoutez, quand on a fait la première opération bordure de sécurité en Judée et Samarie, il y a eu plus de 10 000 emprisonnés. C'est ce qui se passe et des morts. C'est ce qui permet dans une telle opération d'obtenir des renseignements qu'on a du mal à obtenir en permanence. Nous devons détruire les infrastructures terroristes militaires du Hamas et du djihad islamique à Gaza. Il y a 40 000 terroristes à Gaza. Il y a suffisamment de places en Israël dans les prisons pour emprisonner 40 000 terroristes si nécessaire. Et s'il faut enterrer des terroristes tués, on les enterrera. Mais l'État d'Israël ne pourra pas être d'accord d'être cible de roquettes, de missiles, de drones ou d'autres folies de terroristes qui décident d'attaquer Israël. Et cela va se terminer. Quand? De quelle manière? Eh bien, ça, ce sont les politiques et les spécialistes de la sécurité qui le décideront. Nous devons tous bien comprendre qu'il s'agira de 2 ou 3 ans. Ça ne va pas se faire en 2 ou 3 semaines ou 2 ou 3 mois. Il s'agit d'une affaire de longue haleine. Nous avons la patience, la capacité. Nous encerclons Gaza de 3 côtés, l'Égypte d'un 4e, et nous comprenons bien qu'à Gaza, il y a 2 groupes qui sont des représentants iraniens, le Hamas et le djihad islamique. Nous, cette affaire de Gaza, nous savons la mener à une situation où les infrastructures de terroristes et militaires seront détruites. Et cela arrivera encore de nos jours, je vous le garantis, à vous et à moi. Avidir Ter, très rapidement, c'est votre avis ou celui de Benjamin Netanyahou? D'abord et avant tout, c'est mon avis. Mais celui qui écoute bien Benjamin Netanyahou, et je parle souvent avec Benjamin Netanyahou, il est mon chef de parti, il est d'abord mon Premier ministre, mais c'est aussi un ami, nous nous connaissons depuis 48 ans. J'ai commencé dans l'unité d'élite de l'état-major, il a été mon commandant, son grand frère était mon commandant, pardon. Son frère était dans une équipe à côté de moi. Bref, nous nous connaissons depuis fort longtemps, nous avons servi ensemble dans divers gouvernements. Bref, nous nous connaissons très bien. Et il écoute mes analyses, il les connaît. Et ceux qui écoutent le Premier ministre, il parle aujourd'hui du sujet d'une guerre à Gaza, d'un combat à Gaza. Moi, j'appelle ça une guerre. Il en parle en termes beaucoup plus concrets. Et je suis sûr que ceux qui l'écoutent attentivement comprennent que Benjamin Netanyahou aussi a vu et a changé sa conception de ce qu'il faut faire à Gaza. J'aimerais vous parler de la situation dans les territoires. Vous avez fait voter la loi pour prendre à la source l'argent qui est censé être destiné ensuite à être payé aux auteurs d'attentats par l'autorité palestinienne. Pourtant, il y a toujours d'attentats, il y a toujours des attentats. Est-ce que vous pensez que cette mesure est dissuasive? Ils ne coopèrent pas avec nous pour aider Israël. Ils aident à empêcher le terrorisme parce qu'ils savent que sinon, Israël va les écraser, va leur rentrer dans la gorge à Naplouse, à Jenin, à Tulkarem, à Ramallah, comme nous le faisons de temps à autre quand ils n'empêchent pas le terrorisme. Donc le problème, quand ils luttent contre le terrorisme, ils se font du bien à eux avant d'aider Israël. Il faut bien s'en souvenir de cela. Nous, en ce cas, si l'autorité palestinienne
aide à empêcher le terrorisme d'un côté et paie de l'argent aux terroristes de l'autre alors qu'ils ont commis des attentats. Mais pensez à cela, un terroriste qui a commis un attentat dans l'hôtel Park à Netanya, Arbad el-Sayed. Il a 35 condamnations à vie pour 35 juifs qu'il a assassinés. Cet homme recevoir chaque mois 12 000 shekels de salaire comme s'il était employé par I24 ou député en Israël. C'est intolérable. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Avidirter, juste une dernière question et très rapidement s'il vous plaît. Regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi si vous regrettez ou pas d'avoir omis les Druzes, vos frères Druzes, dans la loi sur l'État-nation. Non, c'est une très grave erreur de prendre la loi sur l'État-nation et de penser que cela porte atteinte à un druze, un juif, un chrétien, un musulman ou autre chose. La loi sur l'État-nation détermine qu'Israël est nation du peuple juif, qui ne touche et ne porte atteinte à aucun druze, aux droits d'aucun musulman, d'aucun chrétien, d'aucun juif. Cela détermine ce que nous comprenons bien depuis la création du pays dans une loi fondamentale. Israël est l'État-nation du peuple juif. C'est une loi fondamentale, la première loi fondamentale que le Likoud a présentée comme une législation qui nous est propre et qui est importante et qui a été votée par 62 députés. Une loi fondamentale, ça peut être 2 contre 1. Mais là, le Premier ministre a exigé qu'il y ait une majorité de plus de 61. Et donc, je pense que tous ceux qui essayent de prendre cela dans un créneau personnel, c'est tout à fait injuste, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ceux qui veulent l'égalité, qu'ils fasse l'égalité avec la loi fondamentale sur la liberté individuelle et la liberté de travail et donc d'expression. Et donc la base de la loi fondamentale sur la loi sur l'État-nation, ce n'est rien de particulier. Et si vous voulez défendre les individus, faites-le dans votre loi fondamentale. Ils n'ont pas réussi à le faire passer en 92 et en 94. Et donc ils croient que l'on peut à nouveau se moquer de nous sur la loi sur l'État-nation. Non, occupez-vous des lois, faites corriger vos lois. Vous n'avez pas réussi à le faire précédemment sur la loi sur la liberté d'emploi, eh bien ils savent très bien pourquoi ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. On pourrait débattre de cette question justement, Avidirter, pendant de longues heures. On n'a pas malheureusement autant de temps que cela. Merci Avidirter d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien chef du Shabak et surtout aujourd'hui président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Regardez ces chiffres, 1,6 million de dollars de gains, 325 nouveaux employés palestiniens, dont des femmes, 8700 camions passés par le poste frontalier de Tarkoumia dans la région de Hébron. Voilà les premiers résultats du projet économique Door to Door, mis en place par l'armée israélienne à l'attention des entreprises palestiniennes. Regardez. Door to Door, en français, de porte à porte. C'est le nouveau programme lancé par l'armée israélienne en coopération avec l'administration civile, les renseignements israéliens, la communauté internationale et bien sûr des sociétés privées palestiniennes. Et derrière cette porte, justement, l'une des entreprises phares du projet, Apico Plast, située dans la zone industrielle palestinienne de Tarkoumia, dans la région de Hébron. Charger notre camion et traverser le point de passage de Tarkoumia nous prend tout au plus une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Car le principal atout de ce projet, c'est de faciliter le contrôle des camions au passage frontalier, tout en faisant gagner du temps aux transporteurs palestiniens. L'idée novatrice, permettre aux camions israéliens de charger les marchandises en territoire palestinien pour les acheminer de l'autre côté de la ligne verte. Le plus important pour nous, c'est le gain de temps. Grâce au projet, je sors 4, 5, 6 camions par jour. Je ne parle pas d'argent. Combien coûte un camion par jour? 150 shekels, c'est le gain de temps qui nous aide. Nous avons acheté plus de camions. On peut plus produire, mieux travailler, c'est plus facile. Une procédure de contrôle allégée grâce aux mesures instaurées par l'armée israélienne. Des caméras de surveillance sont installées dans les sociétés en transmission directe avec le PC sécurité situé au point de passage frontalier. On parle ici d'une coopération du côté palestinien qui porte ses fruits. C'est un processus qui vise à améliorer les conditions de vie des Palestiniens de la région de Hébron. La croissance et la réussite des sociétés qui sont inscrites dans le projet est le résultat de notre contact permanent que nous avons avec elles. Un rapport dépendant aussi de la prise de conscience personnelle des entrepreneurs palestiniens. Un délégué de leur choix est responsable du chargement de la cargaison
de son acheminement vers le poste frontalier et de la route empruntée par les chauffeurs. Ici, dans cette usine de plastique dans la région de Hébron, c'est Jawad qui a la plus grande responsabilité. C'est lui qui va contrôler les conteneurs, les emmener avec son camion jusqu'au point de passage de Tarkoumia. C'est ça le projet Door to Door. C'est lui qui va être en contact directement avec les autorités israéliennes. Le secret de cette coopération, l'obligation de résultat, ce qui a un impact immédiat sur la situation sécuritaire sur le terrain. 90% des sociétés palestiniennes travaillent avec Israël. Nous achetons des marchandises d'Israël, nous en vendons à Israël. On ne peut pas faire autre chose. Et je le dis, quand il y a du travail, il y a de l'argent et donc pas de violence. Quand les conditions de vie sont bonnes et que l'économie est croissante, la situation sur le terrain s'en ressent. Lorsque les gens travaillent, ils se concentrent sur leur vie et ne vont pas aller vers des éléments marginaux ou radicaux. La preuve de la réussite de ce projet, Shadi annonce le jour de notre tournage au lieutenant Gabriel que sa société de plastique devrait construire un plateau de travail au 2e étage. 49 policiers américains sont actuellement en visite en Israël. Objectif, échange de savoir et aussi recueillement avec leurs homologues israéliens en l'honneur des attaques du 11 septembre 2001. Apprendre l'un de l'autre et partager sa propre expérience, c'est l'objectif de la visite de plusieurs jours en Israël d'une délégation de 49 policiers américains de plusieurs unités. Une visite qui a débuté par une cérémonie à l'Académie de police israélienne devant une classe de nouvelles recrues. Vous allez être au contact au sein de notre académie des défis auxquels nous devons faire face au quotidien, des actes criminels, de terrorisme, en passant par l'utilisation des nouvelles technologies et la place prépondérante des renseignements dans nos actions. Une cérémonie solennelle, l'occasion pour le responsable de la délégation américaine de parler de relations presque sanguines avec ses homologues israéliens. Nous souhaitons nous unir avec nos frères et sœurs policiers israéliens. Ce que je sais d'eux, c'est qu'ils disposent des meilleurs entraînements et technologies au monde et nous espérons pouvoir en apprendre plus. Une lutte antiterroriste qui est quotidienne aux 4 coins du pays. Nous pouvons donc apprendre de votre expérience. Et au-delà du partage de savoir et d'expérience entre les deux délégations, cette relation entre les services de sécurité se traduit également par un moment de recueillement au cours des cérémonies en mémoire des attaques du 11 septembre 2001. Nous allons parler bien sûr de contre-terrorisme, de crimes en bande organisée et nous commémorons ensemble les cérémonies officielles du 11 septembre proche de Jérusalem. La délégation de policiers américains s'est également rendue dans des zones dites stratégiques en termes de HLS, sécurité intérieure. Marie Maman, bonsoir, vous êtes rédactrice en chef d'i24 News, également spécialiste de ces mouvements de radicalisation en Europe. Quel est l'héritage d'Al-Qaïda version 2001 aujourd'hui en Europe ? On le sait, le 11 septembre 2001, les terroristes étaient des étrangers qui vivaient depuis longtemps aux États-Unis, qui faisaient partie des Américains, mais qui n'avaient pas grandi aux États-Unis. On va voir qu'ensuite, ça va changer. À partir de l'année 2015, la configuration change. En janvier, il y a les attentats, vous savez, de Charlie Hebdo, mais aussi de l'Hyper-Cacher. Les frères Kouachi se sont revendiqués d'Al-Qaïda. Et Koulibaly, lui, s'est revendiqué de l'État islamique. C'est là, ça marque un tournant pour 2 raisons. D'abord parce qu'à partir de là, les grands attentats, les attentats de masse sont exclusivement signés Daesh en Europe, et ensuite parce qu'il y a un réel changement de profil. Pourquoi ? On l'a vu, 11 septembre 2001, il s'agit surtout de personnes qui ont suivi un cursus universitaire, alors que là, tous les profils sont demandés par l'État islamique. Ça peut être du plus érudit au simple ouvrier, à celui qui n'a absolument aucun bagage universitaire, des Français ou des Belges aussi en ce qui concerne les attentats de Paris de novembre 2015, mais aussi de mars 2016 en Belgique. Ce sont des gens qui connaissent extrêmement bien les lieux et les victimes, ainsi que les mentalités de ces pays, puisqu'ils font partie de ces pays. Alors il s'agissait de djihadistes formés en Syrie ou en Irak par l'organisation État islamique et qui était à cette époque évidemment au maximum de sa puissance. Ils avaient tous les profils, on l'a dit. Et depuis, l'État islamique a perdu du terrain, presque a perdu
défaite en Syrie et en Irak. Oui, alors l'organisation État islamique n'a plus de territoire propre, vous venez de le dire. Il est donc difficile de préparer, de planifier, de commanditer des attentats. Alors ils ont trouvé un subterfuge qui est beaucoup plus simple. Ils essayent d'attirer des profils, ce qu'on appelle des profils faibles, des déséquilibrés comme aiment l'appeler les autorités européennes notamment. Ils recrutent sur Internet, via les réseaux sociaux, des personnes qui sont donc soit psychologiquement faibles, soit des personnes qui sont en manque de repères, comme ces jeunes qui sont entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil, et même des personnes à tendance suicidaire. C'est tout à fait un changement et presque impossible de les retrouver. Merci beaucoup de votre expertise. Myriam Amman, vous reviendrez toutes les semaines dans ce plateau de défense. Alors on parle justement des attaques du 11 septembre 2001 avec vous, Lauren Anderson, ancien cadre du FBI. Vous étiez au bureau de Washington au moment de l'attaque et vous avez pris part immédiatement à l'enquête. Pourquoi le cerveau des opérations n'a toujours pas été jugé? Back in the time frame of about 2010 or thereabouts. En 2010, le gouvernement Obama avait envisagé de juger Khalid Sheikh Mohammed devant un tribunal du district fédéral de New York. Mes collègues et moi étions impliqués dans la préparation de ce procès et les renseignements ont, de leur côté, s'assuré que ça se déroulerait en toute sécurité. Finalement, le procès a été annulé et les hommes doivent être jugés devant un tribunal militaire de Guantanamo. Si vous me permettez une opinion personnelle, tous les gens que je connais au FBI qui ont participé à cette enquête, moi y compris, n'avons pas du tout approuvé cette annulation, car nous savions à l'époque, et nous savons encore aujourd'hui, que des individus comme Khalid Sheikh Mohammed sont dans des conditions de détention très difficiles et que cela réduit les chances de pouvoir effectuer un procès juste. Ceci étant dit, dans un monde parfait, les responsables auraient déjà été jugés devant un tribunal civil fédéral. Honnêtement, je trouve que la justice traîne. Lauren, avec le recul, est-ce que vos services du FBI avaient pris conscience de la menace d'une telle attaque? One of the things that I would point out is in 1993, after the attack. En 1993, après le premier attentat contre le World Trade Center, je travaillais au siège du FBI. Le FBI a reconnu que ce n'était peut-être pas l'attentat qu'ils avaient prévu, mais certains d'entre nous avions compris qu'il y en aurait d'autres. À ce moment donné, beaucoup de personnes au sein des renseignements américains et des opérations de sécurité nationale n'en avaient pas pleinement pris la mesure. Mais au FBI et à la CIA, un groupe de personnes dont je faisais partie l'avait compris. Et alors que différentes organisations terroristes s'attaquaient à d'autres pays, nous, aux États-Unis, n'étions pas prêts. Nous n'avions pas anticipé, comme nous aurions dû le faire, que des terroristes étaient en train de développer la capacité de perpétrer des attentats sur notre sol. Mais comment une personne au sein du FBI, personne finalement au sein du FBI n'a pu détecter les menaces proférées au sein d'Al-Qaïda? Nous n'avons ni reconnu ni compris ce qui se passait. Et on peut continuer à mener des actions militaires contre des terroristes ou des organisations terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda à l'avenir. Mais si on ne fournit pas un effort coopératif pour comprendre ce qui pousse les individus à rejoindre les rangs de ces organisations, on ne pourra jamais mettre un terme aux attentats. Et il faudra gérer le problème des djihadistes pour des dizaines d'années. Je crois que ça requiert une perspective totalement différente. Il est important de comprendre qui s'enrôle dans ces organisations, pourquoi et comment. Et il est tout aussi essentiel de découvrir les véritables motivations de ces gens. Nous devons nous concentrer davantage sur cet aspect. On a quand même l'impression, Lauren Anderson, qu'aujourd'hui la FBI et la CIA ont appris les leçons du passé, ont fermé l'entonnoir finalement. J'ai remarqué un changement considérable au sein des forces de l'ordre et des renseignements américains. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il est impératif que nous partagions les informations que nous détenons au lieu de les garder jalousement chacun dans son coin.
Pour moi, les attentats du 11 septembre ont été une leçon extrêmement douloureuse, mais nous en avons aussi tiré du positif, car ils nous ont permis de mettre en place de meilleures relations plus ouvertes entre les agences de l'État fédéral au niveau local, aussi bien au niveau national qu'avec nos partenaires dans d'autres pays. Et l'histoire le montre, nous avons des relations de coopération et nous sommes persuadés que nous pouvons faire confiance à nos collaborateurs. N'importe quel pays vous dira la même chose. Et il est important de garder à l'esprit que le 11 septembre nous a montré que nous collaborons de manière beaucoup plus ouverte, et ce, afin de protéger nos peuples. La sécurité de nos pays respectifs et qu'on ne peut rien faire tout seul. Nous devons accepter le fait d'avoir des partenaires dans le monde entier et de compter sur eux. Voilà la leçon que je retiens du 11 septembre. Ça sera ma dernière question. Que pensez-vous de l'exemple du Shabak en Israël qui ne se contente pas d'attendre la menace mais va chercher à la source les potentiels terroristes ? Le fait que les services de renseignement israéliens travaillent pour déjouer les attentats très en avance est admirable. Et c'est un changement que nous avons effectué aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, avec la création du département de la sécurité intérieure et la protection de nos frontières et de nos douanes. La décision du gouvernement américain et de ses partenaires à l'étranger de déployer des agents de patrouille aux frontières et aux douanes dans plusieurs pays nous a permis de mettre en place un système qui nous permet d'effectuer un ciblage avant que les individus ne rentrent sur notre territoire. C'est une philosophie que nous partageons avec les services de renseignement israéliens. Chacun peut ainsi éviter les problèmes en faisant en sorte que les gens potentiellement dangereux ne franchissent pas ces frontières. C'est ce que tout le monde veut. Merci Lauren Anderson, ancienne cadre du FBI. Voilà, cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine, le lendemain des élections, pour parler politique et sécurité, l'influence de la politique sur la sécurité. Bonne semaine à tous.